numérique. Oui. Est-ce que ça ne devient pas inquiétant de se retrouver avec une carte qui va donner accès à tout, soit permis de conduire, soit carte d'assurance maladie? Comment ça va fonctionner pour le commun des mortels? Okay. Puis quel est l'objectif que vous vous donnez pour la mettre en place, cette identité numérique-là? En fait, l'identité numérique, elle est numérique comme son nom l'indique. Les différents documents qui vont découler de cette identité-là, assurance maladie, permis de conduire, pourront eux aussi être des documents numériques. Mais à la base, votre identité, elle est numérique. Pourquoi? Parce qu'il faut sortir du modèle archaïque, justement, des cartes, genre numéro d'assurance sociale, on l'a vu plus récemment, numéro d'assurance maladie. Il faut sortir de cette logique-là qui, elle, était adaptée à l'univers papier, mais dans l'univers numérique, représente, puis vous l'avez vu, on a des exemples très nombreux, représente une faille de sécurité importante. Alors, dans l'univers numérique, on va donc créer cette identité numérique-là, qui va faire en sorte que chacun des citoyens va devoir évidemment démontrer son identité. Ensuite, va faire partie de l'identification numérique qui va être gérée par le gouvernement du Québec. Donc, vous, M. Laforêt, vous allez nous démontrer que vous êtes bel et bien Alain Laforêt. On crée votre identité numérique. Et après ça, c'est cette identité numérique-là dont vous allez vous servir à travers les différents systèmes. De là découlent tous les documents qui peuvent être émis par la direction de l'État civil. Certificat de naissance, certificat de mariage, les autres documents officiels du gouvernement, permis de conduire, carte d'assurance maladie, etc. Et on peut même, et nous allons même étendre ce cercle-là, même si le noyau dur est contrôlé par le gouvernement, on pourra même étendre cette possibilité-là à des documents non gouvernementaux. Par exemple, votre preuve d'assurance. Ce n'est pas le gouvernement qui l'a fourni, mais dans le portefeuille numérique, ça peut être intéressant. Votre carte de crédit, carte de guichet. Ce n'est pas un document qui est fourni par le gouvernement, mais ça peut être intéressant de l'avoir dans le portefeuille. C'est la sécurité de ça maintenant. OK, bien c'est justement parce que... Là, ça devient problématique si on regroupe sur une carte l'ensemble des données. Là. Oubliez la notion de carte. La notion de carte, c'est une notion qui appartient à l'univers papier. C'est une identité numérique. C'est une façon numérique de vous identifier. Donc, on vous donne les justificatifs qui vont faire en sorte que vous avez un justificatif numérique, des questions que je vous pose, des questions secrètes, des codes, qui vont me permettre de m'assurer que vous êtes bel et bien qui vous prétendez être. Ce justificatif-là, on va regarder la possibilité qu'il soit biométrique. Les Québécois semblent de plus en plus ouverts à l'idée d'avoir une identification, une authentification biométrique. Donc, c'est pour ça que c'est important que le cœur de ça soit contrôlé par une entité et que ça demeure extrêmement sécurisé. Donc, cette façon-là de vous identifier, de vous authentifier. Ne confondez pas les fameux documents, parce que je sais, on est habitué de se servir de la carte d'assurance maladie, de permis de conduire. Mais dans l'univers numérique, il n'y a pas besoin de ce support-là pour avoir une identité numérique. Donc, combien de fonctionnaires en plus ça va nécessiter? Aucun. Parce que ce qu'on fait, c'est la fusion de Infrastructure technologique Québec, qui existe déjà avec une loi constitutive. Donc, on le transforme en ministère. Et on vient chercher au secrétariat du Conseil du Trésor le sous-secrétariat du dirigeant principal. Donc, au secrétariat du Conseil du Trésor, il y a 7 sous-secrétaires. Il y en a un qui est le dirigeant principal de l'information, donc qui est dédié aux questions du numérique et de la cybersécurité. Lui, on le sort du Conseil du Trésor et on le greffe à la nouvelle entité qui est le ministère de la cybersécurité. Donc, en termes d'effectifs, on garde les mêmes personnes. C'est vraiment une capacité, c'est des pouvoirs nouveaux que la loi va donner. Et c'est une entité qui va être opérationnel, on va pouvoir livrer des choses, on va pouvoir faire des choses. Je reviens à toi après. Est-ce que le secteur de la sécurité informatique souffre de la pénurie de main-d'œuvre aussi? Est-ce que vous avez une estimation du nombre de postes non comblés au sein de l'État? Oui. Oui. Actuellement, au sein de l'État, on a au-dessus de 1000 postes non comblés, mais pas nécessairement juste en cybersécurité, mais c'est au total, on a au-dessus de 1000 postes qui sont non complets. Alain, je m'excuse, tu as peut-être coupé vite, tu avais l'air à dire que tu avais encore une question. Après ça, c'est la mise en place de biométrie, c'est quand? C'est un objectif, c'est dans 10 ans? Non. En fait, ce qu'on fait, c'est que là, on travaille actuellement avec l'Ontario et la Colombie-Britannique pour avoir des systèmes qui sont interopérables, des systèmes qui sont ouverts. Ce qu'on fait, c'est qu'on met en place les infrastructures pour être capable de le faire. Mais après ça, vous comprendrez qu'il y a une question d'acceptabilité sociale. Après ça, vous comprendrez qu'il y a une question d'acceptabilité sociale.
Et aussi, il faut assurer une transition, parce que dans votre question, j'entendais la notion de carte. Donc, il y a des gens qui vont vouloir continuer travailler avec leur carte d'assurance maladie, avec leur permis de conduire papier. Il faut intégrer ça. Donc, il y a une période de transition. Salut. Bon, dans la vidéo suivante, c'est une vidéo en anglais, mais j'explique le virage numérique, ce que j'ai dit de la numérisation du système avec nos cartes d'identité. Ça s'intitule « Bye bye carte d'identité ». Bonjour appareil intelligent. We are all hearing a lot of buzz about mobile IDs, digital driver's licenses, and electronic identity credentials. But what does it really take to bring a digital driver's license from a concept to a reality? We set out on a cross-country mission to understand exactly that. Over the last year, we conducted workshops, held focus groups, collected feedback, and listened to the unique perspectives and critical considerations from key stakeholders and experts in the DDL ecosystem. We then refined our digital driver's license solution with all of that in mind. And now, we're hitting the streets to put our technology to the test. Would you like to display your identification using your digital driver's license today? I would. I would describe the state of Maryland as very forward-thinking as far as technology, certainly open to review new technologies to make licensing process better not only for the customers, but also for the police and all other stakeholders. All right, just wait here in the vehicle. I'll be right back with you. And with a digital driver's license, if the resident lose their physical driver's license, their information is just out there. But if they lose their phone, it's not an issue because it's password protected, and then they can contact us. We can remotely just wipe out their driver's license. When they get their new phone, we can then remotely download that driver's license, and they're good to go. From the demonstration I've seen and my actual use of the digital driver's license over the last several days, I believe it's something that we as a state absolutely need to be looking at for the adoption of it. I would recommend a digital driver's license to anyone who asks me about its appropriateness and ease of use and security. The digital driver's license has 3 buttons on the bottom, one for TSA, one for law enforcement, and one for age. It just doesn't get any simpler than that. Well, I'm looking forward to having a more streamlined, efficient process for verifying identity, taking away the human error. No, I think they'll definitely take to it because you have the assurance of knowing that if the machine says it's good, it's the same database that the state uses, so I think it's going to just give you a peace of mind. Each state's driver's license has a different place where the birth date is marked. Finding that can sort of be a haze. Just does the 2 things that you want. It shows the picture very clearly, and it says over 21 or under 21 very clearly, and that makes our job much, much easier. Yes, we like to try new things. Actually, after working with it, it's so simple, I don't think there's going to be a big learning curve at all. Driver's license or your identification card is really your golden ticket. By putting it on your smartphone, just gives you much more flexibility. Technology changes, and it's becoming more and more of our everyday life. For DMV to not be spearheading and leading that new way of life is really just a disservice to our public and our community. So we should absolutely be at the leading edge of technology. Code accepted. That was fast. There are multiple layers of security involved in this. At any given time when one of these credentials is scanned, it's going to detect if that was a genuine document issued by a state DMV facility. When you start talking about digital information and the encryption, it's more secure than actually presenting a credit card or a driver's license in person. Physical cards can always be forged at some point in time. I mean, all you really need is the same printer that they use to print the ID. That stuff's not as proprietary as it could be. The potential is just amazing, and it's endless as far as reaching out to our customers and being able to communicate with them. It's one application across the board. So assume that this application is rolled out across all 50 states. It doesn't matter whether you're from Alabama, Washington, D.C., Maryland. Any resident can use this technology. They can have access to their driver's license wherever they go. With a digital driver's license, you have that extra step of verifying the identity to make sure the person really is who they say they are. We love technology at the lottery. We're always thinking about the future and finding ways to make things fun. And speaking to the millennials who want to use their phones for everything, we're trying to look into the future as best that we can for our own products. And
fun games that can be played digitally as well. From the tests that we're doing right now, I think that customers find it pretty convenient and easy to use. Everything's going on your phone mobily, and people are used to that in this day and age, and I think it'll be easy for them to adapt. I think it's a fabulous idea. I think absolutely people would adapt to it because it's safer. Anything that makes your life easier and safer, it's got to be good. Faire ses emplettes sans même avoir besoin de scanner ses items. C'est ce que propose ce laboratoire de l'Université McGill en collaboration avec Couche-Tard. Ce nouveau dépanneur entièrement connecté a vu jour sur le campus universitaire il y a quelques jours et les étudiants l'ont déjà adopté. L'outil que j'utilise le plus tous les jours, dans le fond, ça fait que c'est très rapide. Faut que je rentre, ressors. En tant qu'étudiant, c'est parfait. Là. I think it's really fast. It was hard to figure out the coffee machine at first, but it was good. Le concept est simple, il suffit d'installer l'application sur son téléphone et d'entrer les informations de sa carte de crédit. Ensuite, un code QR permet au client d'entrer et de sortir avec ses items sans même passer à la caisse. Et là, les caméras font tout. Donc, par exemple, si je choisis cet item et je le sors, après, je prends cet item-là et après, je change de décision, je le remets. Avec les caméras et les sensors, ils vont savoir que j'ai pris 2 items à un moment donné, j'ai remis les Ruffles, j'ai que gardé le Smart Food. Un dépanneur plus traditionnel se trouve juste à côté et permet de tester d'autres technologies. Une balance identifiant les articles en est un exemple. On vit une pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques années. Et donc, les détaillants aujourd'hui crient pour de la main-d'œuvre, et ça, c'est peut-être un moyen de résoudre ce problème. Le Conseil du patronat estime qu'il s'agit d'une avenue intéressante, surtout que les employés se font rares. C'est des idées comme celle-ci qui vont nous aider à continuer d'avancer puis d'innover dans nos commerces. Et dans ce sens-là, on ne peut que saluer cette idée et cette initiative. Ce projet pilote devrait durer 3 ans, mais déjà, les chercheurs espèrent pouvoir voir l'initiative perdurer dans le temps. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal. Welcome to the Retail Innovation Lab at Ben Sadoun School of Retail Management at McGill University. Partnering with Couche-Tard, we are bringing together a university and a global retailer to develop and test innovations in a lab store fitted with state-of-the-art technology. As academic researchers, our goal is to study the interaction between people and technology to develop methods that will benefit consumers, retailers, and the society. And this is more important than ever within our new COVID-19 reality. The new Couche-Tard store on the McGill campus is an exceptional showcase of new technologies and artificial intelligence. The Couche-Tard Connect section inside the store offers an entirely frictionless experience. Using the Couche-Tard app, customers can just unlock the doors, walk into the section, pick up items, and simply leave. Through computer vision technology, the items picked up are detected and customers automatically charged in the app when they walk out the doors. The cameras also help us to automatically update the inventory in real time. Data privacy is at the core of our priorities. To understand consumer behavior in a non-intrusive way and to comply with privacy regulations, we are working closely with our partners and vendors who have extensive experience in these domains. Our research will use anonymized and aggregated data and will meet all requirements imposed by the McGill Research Ethics Board. At Couche-Tard, we're in the business of selling time, and the frictionless technologies in this store really help speed up the journey for our busiest customers. Others might appreciate an experience not just centered around scanning items, all while knowing that our store team members are there to assist them whenever needed. This benefits our team too. It will open up the possibilities for employment in a variety of roles within the stores and also in our offices in leading sectors of the companies like new technologies and also data intelligence. In this constant technological evolution, Couche-Tard and McGill are making sure that we run this journey together. De 42-43 millions de dollars en 2022. Alors, je vous laisse écouter à ce sujet le porte-parole. Ce que nos données démontrent, c'est qu'environ 4% des clients qui n'auraient pas accès à une carte de débit ou de crédit, donc à une carte bancaire, 4%, donc c'est une minorité de clients, mais pour ces gens-là, l'option reste disponible avec les distributrices automatiques de titres, nos équipements de vente, nos employés vont être disponibles, vont être actifs dans les prochaines semaines pour les aider s'ils sont moins habitués à utiliser ces équipements-là. On
Donc, comment les usagers accueillent ce changement-là? Ceux à qui j'ai parlé ne comprennent pas pourquoi on fait ça, parce qu'en plus, on va avoir le même nombre d'employés, le même nombre d'agents, donc il n'y a pas de coupure d'employés. Alors pourquoi on ne continue pas d'offrir ce service? Je vous laisse écouter quelques personnes à qui j'ai parlé. J'ai toujours une carte, mais en même temps, je considère que c'est un service public tellement essentiel. Il faut faciliter l'accès aux gens, et de ce côté-là, je trouve ça plate, et je pense que ça devrait être visé. Il n'y a pas tout le monde qui comprenne les cartes de guichet. Ça peut être compliqué pour les personnes âgées ou ceux-là qui sont habitués de passer au comptoir. Là. Ce n'est pas logique, pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de carte bancaire. Moi, j'en ai une, mais ce n'est pas logique. Et pour votre information, Michel, ici à la station Péré-UQAM, des travaux majeurs vont s'amorcer dès le début du printemps jusqu'en 2025, mais la station ne sera jamais fermée. Merci beaucoup, Véronique. Regardez bien ce qui est marqué. Et ceux qui n'avaient pas reçu la marque de la bête et qui n'avaient pas adoré son image. Ceci veut dire que quand l'Antéchrist arrive au pouvoir, il va marquer tout le monde sur la main, et puis il va exiger que vous l'adoriez. Il va exiger qu'il soit adoré. Et tous ceux-là qui ne voudront pas l'adorer, et tous ceux-là qui ne voudront pas recevoir cette puce électronique qui est prête, qui est faite, cette puce électronique sincère dans le côté de la main, 666, tel que Apocalypse 13 vous le montrez tantôt, la quatrième phase. Cette puce est prête actuellement. Il y a des vétérinaires, il y en a 2 à Québec qui marquent les animaux. Il y en a imprimé l'année dernière, tout près de 8 millions aux États-Unis, chez les animaux, les chiens, les chats. Ils ont commencé à le faire pour les vieillards qui font du Alzheimer. Cette puce contient un ensemble d'éléments électroniques qui a été placé avec un ordinateur, qui a un numéro qui correspond à un numéro, et puis à peu près à tous les ans, les années, vous allez voir celui qui vous l'a posé, puis il prend un appareil, puis elle passe par-dessus, même qu'elle se recharge, parce qu'elle marche avec la chaleur de votre main, et puis elle envoie des ondes électroniques qui sont ramassées sur satellite, puis ils peuvent vous trouver n'importe où sur la planète Terre, juste en pitonnant sur un ordinateur, bip, 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 les fréquences errantes, c'est un numéro, il est dans tel pays, il est dans telle ville, il est dans tel district, il est dans telle rue, il est dans tel appartement. Ils pourront vous trouver à peu près 3 mètres comment est-ce qu'on dirait ça, de paramètres. Un paramètre de 9 pieds, de 9 à 10 pieds. Ceci n'est pas une réalisation à venir, mes amis, c'est totalement fait. Et ceci correspond à Apocalypse 13, le verset 17. S'il y en a parmi vous qui me disent que la fin des temps, c'est pas pour tout de suite, c'est pas vrai, revisez vos positions. Et je défie n'importe quel théologien, qui soit de n'importe quelle école de pensée, qui va essayer de prouver que nous ne sommes pas à la fin des temps. Y a-t-il existé une époque au monde où existaient des bombes capables de détruire une ville, comme New York, avec une seule bombe? Ça n'a jamais existé, ça existe maintenant. Les hommes qui avaient un tir-roche dans les mains autrefois, qui tiraient derrière la tête de quelqu'un qui faisait mourir, pouvant tuer un queue à la fois, mais ils étaient malins à faire des choses comme ça. Croyez-vous que l'homme d'aujourd'hui a changé avec l'homme d'autrefois? Aujourd'hui, c'est plus des roches, des bombes atomiques. Ont-ils utilisé le tir-roche, ou la lance, ou la poudre à canon découverte par Confucius? Ils ne sont pas arrêtés de le faire. Ils ont découvert la bombe atomique, ils ne l'arrêteront pas. Ils ont découvert des lois, ils ont découvert des méthodes pour nous serrer dans le coin. Ils sont en train de le faire. Ils s'achèvent même. C'est presque terminé. Alors, ceci est nous sommes, au moment où cette prophétie se réalise, nous sommes donc dans les tribulations. Les tribulations commencent immédiatement après l'enlèvement, et je vais vous expliquer immédiatement après ce qu'est l'enlèvement. C'est la marque imposée avec un serment d'allégeance. Ce n'est pas tout le monde qui se fait marquer, on ne passe pas comme ça pour se faire marquer, pour on s'en va. Il va y avoir un serment d'allégeance. L'Antéchrist va exiger que vous l'adoriez, va exiger que vous croyiez à son système. Et puis ensuite de ça, ceux qui seront refusés seront A, recyclés dans des camps de concentration, B, s'ils persévèrent, ils sont décapités. Et je voudrais vous dire que la Bible nous parle ici, je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. En 1988 ou 89, on a découvert à Homestead, en Floride, et ailleurs maintenant au Texas,
des wagons de train remplis de guillotines. Alors, le gouvernement mondial s'apprête à créer des centres pour décapiter les chrétiens. Il existe aux États-Unis actuellement 130 camps de concentration qui sont des anciennes bases militaires et qui sont là pour recevoir les citoyens qui ne voudront pas signer avec la nouvelle définition du citoyen du monde. Ce sont des camps de concentration et il y aura des recyclages psychologiques et si vous n'êtes pas d'accord, on vous fouettera, on vous donnera des drogues, on vous passera avec des machines électromagnétiques pour que votre cerveau devienne, on fera de vous des êtres biologiques seulement, et si ça ne fait pas, vous serez guillotiné, et c'est ce qui va arriver, c'est la parole de Dieu.